Mon projet n'est pas encore complètement défini, mais c'est ça, la question de la violence postcoloniale m'intéresse et avec mon directeur, c'est ça, on a parlé comment est-ce que ça peut être un déterminant identitaire de l'enfance à travers la main d'Iman et la petite fille du réverbère. Puisque le thème de cette table ronde porte entre autres sur la notion de spatialité, j'aimerais voir ici avec vous un peu comment, dans mes deux romans, le lieu de l'énonciation semble être un peu fatalement celui d'une violence passée dont les traces continuent de s'inscrire dans le présent des personnages. L'Afrique est un terrain ayant été particulièrement marqué par le colonialisme européen. Après avoir vu les puissances impériales s'approprier leur territoire, les différents et nombreux peuples africains ont dès lors dû se soustraire aux systèmes occidentaux. Destiné à civiliser l'indigène, le colonisateur ne laissait aucun espace à la culture et aux mœurs qui prévalaient pourtant depuis des siècles avant son arrivée. Le blanc s'inscrit comme fondamentalement supérieur et le noir comme servile. Avec le mouvement des indépendances, dans les années 50, on aurait cru possiblement à une mise à pied de l'oppression occidentale, mais la littérature illustre bien une nécessité de se souvenir et de témoigner de l'époque coloniale et des traces laissées. Dans un monde postcolonial, la notion d'hybridité est implicite. Un sujet interprète le monde à travers son lieu d'énonciation, disons ici l'Afrique, mais ce lieu continue d'être celui qui a été façonné jadis par les Européens. De génération en génération, cette donnée historique marque les familles et semble déconstruire le modèle familial traditionnel. Du moins, c'est une tendance littéraire récurrente. En introduction d'un ouvrage portant sur les représentations de l'enfance en Afrique et en Amérique latine, tous les deux des continents marqués par le colonialisme, les directrices de l'ouvrage, Ute Fendler et Liliana Root, écrivent ceci. L'enfance et la jeunesse prennent une place primordiale dans les sociétés contemporaines parce qu'elles présentent la majorité des populations. Mais en même temps, leur situation est plus précaire en conséquence des grands bouleversements que ces sociétés ont subis suite à des conflits ou des renouveaux politiques et sociétaux. Le roman La main d'Iman s'ouvre sur le souvenir d'une transaction. Je cite « Le premier souvenir impérissable de ma vie », dit Toumani, qui parle de sa vente par son père à une femme qui utilise les enfants comme rémunération en les louant pour des labeurs quelconques. Que peut penser un enfant de sa propre personne après avoir été vendu par ses parents? C'est dans le regard de ses parents qu'un enfant existe pour la première fois. Sans la figure du parent, l'enfant se retrouve souvent dépourvu de modèle, d'autorité, d'encadrement. Pour Toumani, sa nouvelle figure d'autorité qui s'impose à lui est M. Biya, son nouvel employeur. La nouvelle transaction se passe en ces termes. Le voilà, il s'appelle Toumani. Moi, je vais l'appeler Apollinaire, répond M. Biya. Les noms des villageois, je ne sais pas les prononcer. Comme vous voulez, tout ça, c'est la même chose. Le nom est bien sûr une composante importante de toute identité. Et si Toumani ne répond pas à cette nouvelle identité, ce pourrait être au prix de sa mort. Alain Médan écrit « Lorsque l'un se trouve à ce point tiré vers le nom un, désemparé par celui-ci, il ne peut s'en tirer, ne peut se prendre pour un autre et par là, ne peut plus guère se prendre pour un. » Qu'advient-il d'une personne qui voit son identité se décomposer peu à peu sous le regard de l'autre, identité entendue au sens d'Amin Malouf dans les identités meurtrières, c'est-à-dire non pas comme un patchwork, mais plutôt comme un dessin sur une peau tendue. Cela implique que si un trait est touché, c'est l'ensemble au complet qui est touché. M. Biya veut nier le statut de sujet de Toumani en le renommant et en le traitant comme un objet et pire encore. Paul Ricoeur écrit qu'un non-sujet n'est pas rien. Par exemple, si l'on interroge « Qui suis-je ?», la réponse peut bien être rien ou presque rien quand elle est énoncée dans le vide, mais ça demeure une réponse à la question « Qui ?». À travers ces considérations sur l'identité, on peut croire que Toumani continue à être un « je » qui survit à son traitement déshumanisant. C'est Iman qui sauve Toumani, battu presque à mort puis jeté au fond d'une bouche d'égout par M. Biya. Lui et ses amis le trouvent et décident de descendre le chercher après un court débat à savoir s'il fallait aller chercher un adulte. Iman tranche la question, ils sont capables de se débrouiller tout seuls. Ce sera ainsi pour le reste du roman, malgré eux. Le roman est vraiment survolé par cette sorte de fatalité comme quoi ils doivent impérativement se débrouiller seuls. Ils sont tous sans parents. La génération qui a connu les indépendances, celle des grands-parents des protagonistes dans le récit, demeure, mais celle qui suit, celle des parents,
semble éparpillée, perdue et déchirée. Et la génération de nos protagonistes est définitivement celle des orphelins. Les parents ont dû encaisser les contre-coups qui ont suivi les indépendances. On peut penser à la mère d'Iman, Zainab, qui voit sa vie dépourvue de repères. L'Afrique doit maintenir ses portes ouvertes aux Européens qui détiennent les capitaux pour revigorer l'économie des pays. Et c'est dans cet esprit qu'elle rencontre l'homme qui deviendra le père d'Iman, un Européen de passage, pour investir en démarrant une compagnie. Elle le remarque à cause de, je cite, « ce short kaki à poche externe que portent tous les Européens qui débarquent en se disant sans doute que toute l'Afrique n'est qu'un grand territoire de safari. » Et aussi parce que les employés de l'endroit avaient peur de lui. Je cite, « En Afrique, on a une peur intrinsèque des Blancs, de tous les Blancs, de n'importe quel Blanc. » Ainsi, elle s'inclut dans le conte, mais se laisse tout de même approcher par lui, par goût du risque ou par envie de flirter avec ce que les autres autour redoutent tant. C'est un peu après s'être rendu compte qu'il n'était, je cite, qu'un de ces hommes mariés qui venaient en Afrique coucher avec des mineurs vierges parce qu'ici, il détenait du pouvoir. Qu'elle tombe enceinte et garde son enfant comme tentative de prise de pouvoir sur son amant. Mais c'est sans succès, car pour ce dernier, il ne lui suffit que de retourner en Europe pour que ce chapitre soit terminé. Pour elle, garder Iman signifiera de poser son regard sur un métis qui, pour le restant de sa vie, lui rappellera son impuissance. Elle-même avoue, en réalité, personne n'a voulu avoir Iman. Il n'est l'enfant de personne, c'est un orphelin. La couleur de sa peau ramènera sans cesse cette idée tout au fil du roman, car être métisse dans un monde postcolonial n'est pas innocent. Personne ne jette un regard innocent sur soi, car comme le remarque Édouard Glissant, traditionnellement en littérature, le métis est une figure reniée des deux bords de sa naissance. Rien n'est plus vrai pour Iman, et sa quête identitaire sera d'autant plus tragique. Donc, avec Toumani, Iman, et plus tard Alissa et tous les autres jeunes protagonistes, et aussi avec Beyala dans l'autre roman autobiographique, où elle raconte son enfance élevée par sa grand-mère alors que sa mère quittait le foyer familial à sa naissance, et sans aucun signe d'un quelconque père, je vais continuer à étudier la représentation de l'enfance dans la littérature africaine contemporaine et les répercussions du postcolonialisme sur celle-ci.